sommes tous un peu tristes à cause du décès de Jean-Paul Joannel. On en a beaucoup parlé de sa carrière et de tout ça. Tout ce que nous devons faire, nous, c'est exprimer notre désarroi face à cette disparition de quelqu'un qui, avec chacun d'entre nous, a une action dont on se rappelle, on se souvient, une action singulière, particulière, originale. Il était membre de l'association Tous Créoles que j'ai l'occasion, sinon l'honneur, de présider. Il était un bon militant. Il ne croyait pas aux frontières entre les hommes, entre les races, entre les couleurs. C'était un homme libre et puis un homme actif, un homme qui pourrait servir de modèle à notre jeunesse. Nous allons faire notre émission d'une façon particulière. Aujourd'hui, nous allons simplement suivre une série de questions. Avant tout, je vais quand même vous donner une information pour comprendre l'éclairage que nous allons donner à nos propos d'aujourd'hui. Europe 1 écope d'une mise en demeure de l'ARCOM pour la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Le régulateur estime que l'émission On marche sur la tête manque de mesure, d'honnêteté dans les commentaires de l'actualité électorale. Les réseaux sociaux, en raison de l'amplification particulière donnée à ces émissions, tant par l'éditeur que par l'animateur, relèvent le régulateur. C'est pour vous dire que nous allons, nous, ne pas tomber sous les raies, les foudres de cette institution qui règle le sérieux de tous ceux qui, comme nous, ont la chance de pouvoir informer, propager éventuellement des idées de façon sournoise. Nous allons donc essayer d'être le plus objectif que possible avec une équipe habituelle, sauf M. Marajo. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, comme toi-même, comme tu l'as dit, toujours sur le choc et l'émotion de la disparition de Jean-Paul. Prêt à cet exercice auquel je vous soumets. Christian, ça va? Ça va très bien. Je suis affecté comme tous par la disparition on a quand même un sujet musique qui... Oui, très bien, tout à fait, finir en beauté. bien entendu. Oui, bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Bon, eh bien, on commence. Première question. On fait un petit jingle pour respirer. Un petit jingle d'actualité, même si ça n'est pas le suivi habituel. Alors, la première question correspond à une problématique qui a été posée de façon juridique. Savoir est-ce que le parti, le LFI, les Insoumis, est-ce que c'est un parti d'extrême gauche? Et ce n'est pas une opinion idéologique, mais c'est un classement qui est fait par le Conseil d'État. Vous voulez... Oui, vas-y. Oui, alors quand tu as posé la question, je me suis effectivement interrogée pour savoir quelle est la procédure. C'est le réflexe du juriste. Et en fait, c'est une circulaire du ministère de l'Intérieur qui, à chaque élection, donne une liste des nuances. Et alors, c'est important le mot nuance parce que ce ne sont pas des étiquettes. Et lors des élections sénatoriales en septembre 2023, la circulaire du ministère de l'Intérieur a donné comme nuance au Rassemblement national extrême droite et comme nuance à LFI gauche. Et le Rassemblement national a donc saisi le Conseil d'État contre cette circulaire. Et le Conseil d'État a donné son avis le 11 mars 2024. Et il a considéré que LFI était à gauche et que Rassemblement national était à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a dit que le ministère de l'Intérieur était compétent pour faire ce genre de nuances. Ensuite, il a indiqué que, s'agissant de l'extrême droite, il y a deux critères qui sont si on met en cause le système démocratique ou si on met en cause les valeurs universelles d'égalité. Et dans le programme du Rassemblement national, il y a justement, par la priorité nationale, il y a notamment l'attaque à ces principes d'égalité pour tout le monde, d'où le maintien de la nuance extrême droite, ce qui est différent de l'étiquette. Superbe synthèse, on commence bien cette nouvelle version. Alors pourquoi donc dans la... Maintenant on ne parle plus de catégorisation juridique, pourquoi politiquement il y a une certaine tendance, une mouvance politique qui est de dire les deux se rejoignent, les deux c'est la même chose, les deux sont excessifs, qui veut répondre? Non, mais déjà, pour prolonger un peu ce que dit Daniel, alors il y a une vérité juridique que j'ignorais, mais il y a quand même une réalité de positionnement sur l'échiquier, parce que les gens de bon sens placent les partis sur une ligne d'échiquier politique avec un centre,
une droite, une gauche, et puis des pensées plus radicales d'un bord et de l'autre, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément une critique. D'ailleurs, j'avoue que j'ai du mal à associer l'idée politique d'extrême gauche pour une critique, en réalité. C'est simplement une radicalité assumée. Et quand on regarde les définitions qui sont données sur ce qu'est un parti d'extrême gauche et ce qu'est un parti d'extrême droite, alors à gauche, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on dit souvent, enfin on dit principalement, un parti d'extrême gauche, c'est un parti qui revendique des idées radicales, qui revendique des idées progressistes. Donc c'est pas forcément négatif, fondamentalement. Et c'est un parti qui prône des grands principes, une redistribution massive des richesses pour réduire les inégalités, un contrôle accru de l'économie par l'État, donc ça ce sont des critères très objectifs, une défense des droits des travailleurs, et puis une opposition au capitalisme et au libéralisme au sens large. Voilà un peu ce qui caractérise la notion d'extrême gauche. Et qu'est-ce qu'on appelle le parti d'extrême droite? Alors, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un parti qui soutient des idées conservatrices, nationalistes et souvent autoritaires. C'est ça les grands critères de l'extrême droite, avec des idées qui prônent un nationalisme fort, une opposition à l'immigration, un accent sur la loi et l'ordre, et puis, d'une manière plus générale, la défense des valeurs traditionnelles. Donc, à partir de là, une fois qu'on a ces grandes définitions, on décide si LFI est dans la bonne case et si le RN est dans la bonne case. Pour moi, ça ne fait pas trop de doute, en réalité. Alors, pour ce qui me concerne, dans mon éducation politique, si je puis dire, j'ai identifié ce qu'on appelait l'extrême gauche. Et je peux dire que des groupes comme Combat ouvrier, des groupes comme Krivine, vous vous rappelez le parti de Krivine en France, La Ligue révolutionnaire. Oui. voilà, Lutte ouvrière, ce sont vraiment des sociétés, comme tu le disais, enfin des partis politiques qui remettent en question ce qu'on appelle le capitalisme, ok, et qui prônaient la révolution prolétarienne. Hein, c'était ça. Je pense que ce sont des partis d'extrême gauche. En ce qui concerne LFI, voyons bien l'itinéraire de LFI. Vous savez que Mélenchon était socialiste. Et vous savez que dans le Parti socialiste, il y avait une scission entre ceux qui critiquaient Hollande parce qu'il était trop libéral, et puis la gauche de la gauche, on les appelait la gauche de la gauche. Donc je pense effectivement que LFI peut être situé dans la gauche de la gauche, mais pas dans l'extrême. Dans l'extrême. Hein. De l'autre côté de l'extrême droite, on a l'histoire du nazisme, on a l'histoire d'un patriotisme exacerbé, on a l'histoire comment dire, le refus de la diversité, de l'autoritarisme dont tu parlais. Et je pense que c'est ça qui était l'extrême droite. Et je pense que Jean-Marie Le Pen a exprimé concrètement son idée d'extrême droite. La France aux Français, la préférence nationale, l'exclusion des autres, c'est un peu tout ça. Hein. Et donc je pense qu'effectivement, LFI est membre de la gauche, mais pas à l'extrême gauche. Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, on a considéré que la LFI était réformiste, c'est que son leader, Mélenchon, lui, a quelquefois des positions extrémistes, et quelquefois on assimile le parti à son leader. Très bien. C'est vrai. Alors, une fois qu'on a donc campé les paysages, la Macronie qui est au centre a été portée au pouvoir à 2 reprises grâce au barrage de la gauche. Vous savez à quelle occasion. Comment comprendre aujourd'hui qu'elle fait nettement savoir qu'elle ne vendra pas la monnaie à la gauche en cas de positionnement qui fait qu'elle est de triangulaire, notamment au 2e tour? Vous me direz qu'on a le temps de voir. Oui. C'était de la réponse. Alors, moi, j'ai une réponse un peu de Normand. Je me dis, d'abord, c'est une campagne très courte. C'est une campagne à 2 tours. Et dans ces moments-là, la stratégie politique consiste à surmobiliser son électorat et à ne pas se projeter déjà trop vite dans un second tour, parce que prendre une position déjà sur un second tour reviendrait à dire à son électorat on a déjà perdu. On va perdre. Bon, donc pour moi, ça me paraît normal qu'il y ait ce silence. Maintenant, une fois cela étant dit, on peut faire des hypothèses une fois que le second tour aura lieu. Et probablement, alors là, ce sont des hypothèses très personnelles, probablement que le parti Ensemble pour la République, s'il doit faire des consignes de vote, je pense fera barrage au Rassemblement national, mais pas forcément au LR,
qui ferait partie du groupe. Je pense qu'il y aura une nuance. Et puis pareil pour le Front populaire, je pense qu'il fera barrage à LFI, mais pas forcément aux autres membres du Front populaire. Pour conforter ce que tu dis, il y a une prise de position du parti qui dit qu'ils n'appelleront pas pour LFI. Ils n'ont pas mis tous les groupes du Front populaire sur le même plan. C'est ça, c'est vrai. Et puis il y a aussi des prises de position individuelles. Il y a des nuances dans les prises de position individuelles de ces leaders de la Macronie. Tu as complètement raison. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'on présente cette campagne comme étant Bardella contre Mélenchon ou Bompard, et puis contre Attal. En réalité, c'est 577 circonscriptions. C'est une élection de chair avec des personnes qui sont dans des circonscriptions, qui sont des individus, qui défendent des idées. C'est quand même d'abord pour des gens qu'on vote et qui ne sont pas forcément que des étiquettes. D'ailleurs, ça se ressent très bien sur le territoire martiniquais, où les problématiques de l'Hexagone ne sont pas les mêmes. Absolument. On va parler un petit peu d'économie. Est-ce que le programme du nouveau Front populaire, qui établit que 150 milliards d'euros de dépenses nouvelles, qui fixe à 150 millions d'euros les dépenses nouvelles, milliards. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir des recettes corollaires? C'est une question économique, Daniel. Oui, tout le monde. Moi, je pense qu'on a. Tout le monde sait que les recettes ne suffiront pas à financer le programme et que fatalement, ça sera le recours à l'impôt. Je dirais, c'est une évidence extraordinaire, parce que quel que soit le groupe dans le programme, les recettes annoncées ne suffiront pas à couvrir les dépenses. Surtout quand, dans certains cas, ça dépend d'instances comme les instances européennes. Donc, oui, le programme est là, mais il est clair qu'il ne sera pas financé par les recettes annoncées et qu'on ira fatalement à une augmentation des impôts. Moi, c'est mon point de vue. Oui, et pour prolonger ce que dit Daniel, clairement, cette élection, alors des programmes sortent assez vite parce que ça s'est fait dans la précipitation. Objectivement, les programmes, ce ne sont pas pour les programmes que les gens vont voter, clairement, parce que je pense que les gens vont voter pour rejeter plus que pour adhérer à des programmes. Et très objectivement, je pense que tout le monde est lucide pour se dire que les programmes tels qu'ils sont annoncés aujourd'hui ne sont pas réalistes compte tenu des contraintes budgétaires de la France et compte tenu des contraintes européennes dans lesquelles doivent s'inscrire les programmes. Donc il faut aussi regarder ça avec un peu de nuance et puis trouver dans les programmes peut-être plutôt des orientations générales et non pas la volonté de vouloir appliquer dès le mois prochain toutes les idées qui sont dans chacun des programmes, parce que c'est totalement impossible en réalité. C'est ça. Enfin, c'était un peu déjà le point de vue que j'avais un peu développé dans notre précédente émission. Je dis, tout n'est pas que quantitatif. On est malade du quantitatif. Il faut toujours évaluer. Alors c'est sûr qu'il faut évaluer, mais il ne faut pas non plus être prisonnier de ça. Nous sommes dans une situation d'incertitude où il y a forcément une composition, puisqu'on ne sait pas s'il y aura une majorité. Il y aura peut-être un gouvernement d'union, enfin je ne sais pas en tout cas. Donc le pragmatisme va se mettre en place, quoi. Il faut être pragmatique. Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a fait ci, il a fait ça, mais il s'est rendu compte que, bon, il y avait des fuites de capitaux, etc. Donc nécessairement, ceux qui seront au pouvoir auront pour objectif de garder les équilibres, n'est-ce pas, d'éviter de rêver, et c'est en ce sens que les programmes dans le contexte d'aujourd'hui... Mais vous vous rendez bien compte de l'implication de ce que vous dites. Et ce que vous dites est vrai, attention, je ne critique pas ce que vous dites, mais et c'est notre rôle de mettre ça en exergue, en valeur, à savoir qu'il y a des partis politiques qui promettent de gérer notre quotidien, dans des programmes officiels qui seront distribués, qui ont coûté un paquet de pognon, qui sont distribués tardivement aujourd'hui, dernière date pour nous et demain dernière date pour la France, qui coûte très cher. Il y a des prescriptions, il y a des obligations auxquelles ils se soumettent. Et puis, vous admettez que ces obligations ne sont que des... Enfin, en réalité, que seuls ceux qui y croient... Pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont mettre en pratique ce qu'ils, pour certains... Ils vont mettre en pratique. Simplement, c'est au niveau de la façon de financer. Quand, par exemple, le nouveau Front populaire dit qu'il veut mettre le SMIC à 1600, moi, je pense qu'il va le faire. Simplement, quand il n'aura pas assez de recettes pour le faire, il va taxer là où il n'a pas prévu de taxer. C'est là que je voulais vous amener. La grande chasse aux riches du nouveau Front populaire
est-ce qu'en même temps, on a un des programmes aussi pas grandiloquent, mais ce serait un jugement de valeur, aussi complet, aussi extensif, et qui nécessairement, ils le disent, va entraîner une chasse, une véritable chasse à la cour des riches? Est-ce que c'est pas en quelque part inquiétant pour des gens qui aiment la modération, qui aiment aussi le juste milieu? Pas forcément. Pas forcément, parce que ils essaient d'avoir une crédibilité, puisqu'ils se disent il faut qu'on... Non, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons un âge qui nous permet de nous souvenir de ce qui se disait en 1981 quand Mitterrand allait dire. Et on disait que toutes les personnes allaient s'expatrier, allaient partir, etc. Il y avait vraiment une psychose. Et puis, bon, la réalité a montré que les gouvernants eux-mêmes étaient obligés d'en tenir compte. Donc, moi, je me dis que, mais c'est sûr que tous les électeurs n'ont pas en mémoire cela. Je pense qu'il y aura quand même un principe de réalité qui va s'imposer entre la volonté. Il va falloir hiérarchiser en fonction de la réalité de la situation en France. Et puis il faut programmer dans le temps. Hein. Tout ne sera pas mis en place tout de suite. Le SMIC à 1 600 €, ce sera vraiment peut-être pas tout de suite, mais peut-être sur les 3 ans, je ne sais pas. D'autant plus qu'en 1981, la France n'était pas endettée. Aujourd'hui, la France est surendettée, 2000 milliards. Donc, on part déjà sur des lignes, 3 000 milliards, des lignes de départ qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, le principe de réalité sera encore plus important aujourd'hui parce que les marges de manœuvre sont quasi inexistantes. Et d'ailleurs, quand on regarde les 3 propositions sur le plan des impôts, d'un côté, on a Ensemble pour la République qui dit, en gros, on n'augmente pas les impôts, ça c'est le principe même de sa politique, et avec un programme relativement léger, raisonnable, parce qu'en réalité, il a déjà intégré, pour le coup, la contrainte de déficit. À côté de ça, on a le Rassemblement national qui, lui, baisse les impôts, enfin annonce des baisses d'impôts, et dans le même temps annonce des dépenses qui sont très importantes. Donc ça, on est... et c'est un peu pareil aussi pour LFI, enfin pour le Front populaire, qui lui a un programme très coûteux, parce qu'il veut aborder beaucoup de sujets dans l'éducation, dans les équilibres sociaux, dans beaucoup de domaines. Et là encore, avec des rentrées fiscales qui sont... Alors lui, le Front populaire dit la solution fiscale, c'est les riches. C'est ça la chasse aux riches, avec un barème qui est, parce que j'ai compris, c'est à partir de 5 à 24 tranches. De 5 à 24, ça c'est exactement la progressivité. La procédure des tranches, et puis un riche à partir de 4 000 €. Donc il y a cette philosophie de dire on taxe les riches. Et d'ailleurs, j'écoutais des analystes économistes qui portaient le jugement sur la stratégie du gouvernement actuel, qui en fait a fait un pari qui n'a pas été le bon, qui a été de dire on baisse les impôts et on fait le pari que les effets de la baisse d'impôts sur le plan économique financeraient, donc par le plein emploi et notamment. La réalité, c'est que, en effet, le chômage est tombé, ça c'est une réalité. En effet, l'industrialisation est repartie, mais le bénéfice économique de ces éléments n'a pas suffi à payer le manque à gagner par la baisse d'impôts qu'il a produit. Et on dit d'ailleurs qu'il reste à peu près 60 milliards par an pour pouvoir combler le déficit, et que ce serait raisonnable, et c'est vis-à-vis de ça que Macron s'est opposé, ce serait raisonnable d'activer des hausses d'impôts à hauteur de 60 milliards en allant chercher dans les niches spéciales, fiscales notamment. Alors, oui, tu as anticipé, mais je vais quand même taper sur le clou. Le bilan économique de la politique menée ces dernières années est devenu en partie inaudible du fait des critiques lors du champ économique sur l'exercice parfois trop vertical du pouvoir notamment. Ce n'est pas la seule erreur, à mon avis, de ce monsieur. Ce bilan économique n'est pas parfait, mais il nous semble bon sur beaucoup d'aspects, en particulier s'agissant de la baisse du chômage, comme tu as dit, et de la hausse du taux d'emploi. Autrement dit, on a une période Les mesures de soutien lors de la crise du Covid, c'est vrai, on a déjà vite oublié ça, c'était téméraire quand même, ont permis à la fois de maintenir l'emploi et d'éviter les faillites d'entreprises,
avec une hausse de la dette publique. C'est quand même, oui, c'était très téméraire. Une hausse de la dette publique qui impose de rétablir nos finances publiques d'ici la prochaine année fiscale, savoir comme tu l'as dit. Là. Ce qui veut dire que, en fait, si M. Macron n'avait pas été aussi maladroit, non, là, je ne devrais pas. Là, je prononce le jugement. Si du fait de l'évolution des choses, il n'y avait pas eu des circonstances qui l'avaient rendu aussi impopulaire, en fait, sa politique était relativement bien menée, c'est à en croire les économistes. Il faut croire que l'économie n'est pas la seule source, n'est pas le seul levier dans l'action politique. Ça donne un peu raison à Christian qui dit les chiffres, mais autre chose que ça. Il y a l'espoir, il y a l'espérance, il y a la justice pour le mot rituel. C'est comme le climat, il y a la réalité et le ressenti. Oui, la température. En politique, comme la température. La température, oui. Mais la seule vraie critique économique qui est portée sur le gouvernement Macron, les différents gouvernements Macron, c'est le déficit, fondamentalement budgétaire. Il est là, parce qu'à côté, mais le déficit a servi quand même à sauver des entreprises, à mettre des gens dans l'emploi, etc. Donc, tu as raison de dire que le bilan n'est pas si négatif que ça. Il y a un vrai problème de déficit et qui met le doigt sur sa difficulté à gérer les dépenses de l'État. C'est ça qu'on lui reproche, au fond. Une question qui intervient, je t'interromps. Est-ce que vous ne pensez pas que cette propension que les partis de droite ou du centre ont eu à puiser dans la besace du Front National sur le droit du sol, sur la politique d'immigration, la fameuse loi qui a été votée, que Borne a laissé retoquer sur ses excès par le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une maladresse politique terrible qu'il fallait rester droit comme Bayrou l'avait souhaité, droit dans ses bottes et ne pas essayer de faire plaisir. En politique, il faut avoir quand même un minimum ouais, de je crois que tu as raison, mais et justement sur ce terrain-là, je dirais tous les partis, la gauche comprise, a été d'une part sur la défensive, concernant les positions du Front National puis Rassemblement National. Rappelons quand même que François Mitterrand, c'est celui qui fait adopter la proportionnelle et qui fait le Front National rentrer au Parlement. Donc, sur les thèmes abordés, donc effectivement, chaque fois, les partis ont été sur la défensive. Il a manqué, et je pense que ça se ressent, c'est la sanction. Il a manqué de porter des valeurs et des points de projection sur l'avenir qui puissent amener les différentes populations à suivre. Et donc à jouer ça. Et effectivement, voilà le résultat. Et on peut aussi dire que... C'est très compliqué à analyser parce qu'en 2022, il y a une nouvelle assemblée qui apparaît et qui est composite. C'est ça. Et le président Macron se retrouve avec une assemblée de majorité relative, avec des forces qui sont beaucoup plus équilibrées qu'avant. Et je pense qu'il s'est dit, j'ai un devoir en tant que président de servir un peu tout le monde. Et là, il a été, l'a-t-il bien fait ou mal fait, ça c'est un autre débat, mais je pense qu'il a été porté par la nécessité de vouloir servir un peu les différentes forces qui composaient le Parlement, avec des lois sécuritaires d'un côté, des lois très sociales de l'autre, enfin très sociétales de l'autre. Donc il a essayé de servir tout le monde. Oui. Et ce qui en ressort, c'est qu'il est perçu comme étant celui qui n'a plus de colonne vertébrale, en fait. Oui, mais est-ce que le terme de servir est peut-être pas celui qui est le plus approprié ? C'est parce qu'en fait, quand tu as des représentants au Parlement, c'est qu'ils sont des représentants de population. Donc par conséquent, c'est tenir compte de la voix qui est derrière les représentants. Oui, c'est ça. Des besoins. Ou des besoins. Il dit le peuple m'a donné un message, je suis obligé d'en tenir compte. Je pense que ça a été, à un moment donné, ça peut être ça dans sa tête, et c'est pour ça qu'il a navigué dans des lois qui paraissaient un petit peu incompatibles les unes avec les autres. Est-ce que cette expérience du macronisme n'est pas en quelque part la défaite et la chute totale de ce qu'on pourrait appeler le centrisme ? Ne te réponds pas, toi. Je ne suis pas sûre. Moi, j'ai l'impression
qu'une société, elle évolue, elle n'est pas forcément, la société française n'est pas obligée d'être comme elle était il y a des décennies, entre droite, gauche, majoritairement, parce que le monde évolue, il y a le phénomène à l'international, le phénomène, la médiatisation qui fait que les gens participent, entendent, et donc la composition même et la réaction des gens est différente, et peut-être que l'expression de ces opinions n'est pas forcément binaire. Et donc, c'est une réalité. Et donc, par conséquent, en fait, la température de la population qu'on est en train de prendre révèle un peu la composition de la société française. Alors, très, très sommairement, et de mon expérience, le centrisme a été, me semble-t-il, développé par Giscard d'Estaing à un moment. Vous vous rappelez quand il a créé les Républicains indépendants. Après, il y a eu le MoDem et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait deux blocs qui s'opposaient, la gauche et la droite. Et j'ai trouvé, dans un premier temps, assez astucieux que Macron passe entre les deux. Parce que c'est vrai qu'on peut penser, effectivement, que les dogmes idéologiques font partie de l'histoire et que, bon, on est dans un monde contemporain, il faut changer les choses. Alors, maintenant, en faisant le bilan, et pour faire le bilan, je reparle de François Hollande. On connaît bien évidemment la dent qu'il a contre Macron, puisque Macron doublait, qu'on le veuille ou non. Et il dit, c'est la fin du macronisme. C'est ce que François Hollande dit. Donc, peut-être aussi, est-ce la fin de l'illusion de ce centre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la gauche et la droite, et l'extrême droite et l'extrême gauche, en quelque part. Bon, on peut se poser, donc, on peut se poser des questions. Pour terminer aussi, je dis aussi que dans des pays dits démocratiques, l'Angleterre ou les États-Unis, il y a toujours les conservateurs et puis les autres. Là. Bon, aux États-Unis, c'est la même chose aussi. Donc, les notions de droite et de gauche sont bien restées dans un certain nombre de pays. Alors, est-ce que la France va revenir à la droite et à la gauche? Je ne sais pas. Mais quand même, Emmanuel, avec une poussée toute l'Europe du populisme, donc de l'extrême droite. Oui, non, mais bon, tout ce qui a été dit, moi je valide. La vérité profonde, c'est que, enfin, on l'a souvent dit autour de cette table, c'est que d'une manière très générale, les pensées ont besoin de se radicaliser pour se faire entendre. Il y a une espèce de tropisme des opinions, et ça, c'est un peu le genre humain qui évolue comme ça. C'est compliqué d'affirmer des positions centrales parce qu'on est forcément dans l'eau tiède. Et pour être efficace dans son message, il faut être soit d'un côté, soit de l'autre. Et pas au milieu. Et ça, c'est la logique du monde dans laquelle il nous met aujourd'hui. C'est la logique des réseaux sociaux. C'est consubstantiel au principe démocratique d'opposition, donc oui, une conflictualité réglementée, harmonisée. Oui. C'est ce qu'on a, c'est thèse, antithèse, et puis le centre, c'est synthèse, peut-être. Donc il faut à un moment donné, enfin moi je pense qu'à ce stade, il ne faut rien rejeter, il faut regarder ce qui se passe. Il y a effectivement des points de vue très frontaux qui s'expriment, mais pour autant, la nécessité à un moment donné de dire il y a un chemin du milieu, moi je pense que ça reste quand même une voie d'exigence qui est complexe, qui n'est pas très rentable sur le plan politique, mais qui reste absolument nécessaire, parce qu'à un moment donné, personne n'est ni tout blanc ni tout noir. La vérité est toujours faite de nuances, et il ne faudrait pas que ce bipartisme dans lequel on revient tue les pensées nuancées qui sont fondamentalement nécessaires pour notre humanité, enfin, je pense. Est-ce que vous ne pensez pas que François Hollande, qui revient au combat et qui demande à Jean-Luc Mélenchon, qui a le toupet, le courage, l'outrecuidance... On ne qualifie pas. Qu'on ne qualifie pas. Qui demande à Jean-Luc Mélenchon de se mettre de côté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est grand guignolesque? Je ne pense pas que c'est sur le plan même du déroulement des choses et des faits, quoi. Non, je ne trouve pas. Non, je ne trouve pas. Non, moi je trouve que ça veut dire qu'il est plus dans la réalité du fonctionnement du pays, qu'il a bien compris qu'il y a un rejet de plus en plus grand de la personne et des positions de Jean-Luc Mélenchon, et qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon dessert la progression de l'ensemble du groupe. Donc, dans l'intérêt du groupe, il considère que si il ne doit plus tenir compte de ses ambitions personnelles, mais de la progression du groupe, il vaut mieux qu'il se mette de côté. Et je veux dire que tous les commentateurs disent la même chose. Hein. Fais-moi Mehdi, un petit jingle sur la culture, s'il te plaît. Alors, ma question est de savoir quelle place pour la culture dans le programme
Dans les programmes. On va commencer par le Rassemblement national. Ah oui, alors, moi, je pense que parler de culture avec le Rassemblement national, c'est presque impossible. Alors, dans le programme des législatives, il y a toute une série de mesures avec 2 temps, le temps des urgences, le temps des réformes, avec décliné des chapitres. Il n'y a aucun chapitre, je dis bien aucun chapitre, qui s'intitule Culture. Pour retrouver une référence quelconque à la culture dans le programme des législatives du Rassemblement national, à un moment donné, il est fait allusion à la francophonie. À un moment donné, il est fait allusion au fait qu'on va créer un service de volontaires pour pouvoir aider les propriétaires à restaurer leurs biens qui sont en rapport avec le patrimoine bâti et naturel. Grosso modo, les gens qui ont des châteaux, qui ont là où il y a des monastères, des chapelles, on va les aider à financièrement, fiscalement, parce qu'ils vont bénéficier d'une fiscalité. Et puis, le dernier point, mais qui me paraît le plus important, c'est la privatisation de l'audiovisuel. Parce que ça, c'est vraiment une signature. Et ça marque justement le poids des médias qu'on sous-estime totalement dans la progression du Rassemblement national, parce que depuis des années, il y a un homme qui a un empire médiatique. Tu peux dire son nom, il s'appelle M. Vincent Bolloré, et qui véhicule un certain nombre de thèmes qui sont les thèmes favoris du Rassemblement national. Et ces thèmes-là, ils emplissent l'imaginaire des gens. Parce qu'il s'agit de radio, comme il s'agit de chaînes télé, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a de la presse écrite. Le nombre de médias écrits qu'il possède, c'est absolument extraordinaire. Et en plus, il possède les moyens de distribution, les relais qui sont dans les gares et dans les aéroports, c'est à lui. Mais il possède aussi des sociétés d'édition, des sociétés de jeux du vidéo, de la communication et également un institut de sondage. Et donc, par conséquent, quand on veut supprimer l'audiovisuel public, ça veut dire qu'on supprime le contrepoids de l'audiovisuel privé. Si France Télévisions, c'est là où la diversité, c'est là où la contradiction peut s'installer, si on le supprime, ça veut dire qu'il n'y a plus de place que pour ça, que pour l'audiovisuel privé. Alors, il y a de quoi effectivement être inquiet, parce que dans la société actuelle, et Emmanuel est mieux placé que moi pour en décrire, le poids des médias, le poids de la communication, pour forger l'imaginaire et les réactions des gens, c'est fondamental. Et peut-être que les autres partis ont négligé cet aspect, ce qui peut expliquer qu'on en arrive aujourd'hui à la situation où nous sommes. Vous ne trouvez pas qu'elle a brillamment exposé cette affaire? Vous aurez le toupet de prendre la parole pour la contredire. Pour la contredire, vous allez... Non, pas forcément pour Christian. Non, c'est quand même étonnant, enfin je dis étonnant, je ne sais pas si c'est le mot, que dans un pays dit libéral, il y a un tel pouvoir d'une presse qui soit tenue par un individu. Vous comprenez? Et qu'en face, même le service public ne pèse pas. Je ne sais pas, mais enfin, vous voyez, ce n'est pas une bonne chose. Nous savons, comment se peut-il que M. Bolloré soit aussi puissant? Enfin, je me pose la question, mais... Donc, si vous voulez, il faut trouver des équilibres, quoi, parce qu'il n'est pas normal qu'un individu ait toute la presse. Effectivement, tu regardes toutes les télévisions, c'est les mêmes informations, c'est la même manière de traiter. Alors, il y a Mediapart qui a essayé de faire quelque chose d'un côté, vous voyez, pour avoir une information qui ne dépend pas d'un pouvoir économique. Mais bon, en tout cas, c'est une question qui... La technique est intéressante et j'aimerais avoir l'avis d'Emmanuel. L'avis de publiciste. Il y a 2 aspects. Bon, sur l'aspect des médias, il faut quand même relativiser le poids des médias de Vincent Bolloré. En télévision, c'est CNews, et puis c'est C8. Et c'est Star. C'est Star. Donc, LCI. quand on a... non, c'est pas LCI, TF1. Oui. Le poids de l'audience cumulée... C'est Europe 1 aussi. Oui, non, mais on peut citer, mais le poids, je reste en télévision, le poids cumulé de l'audience des médias de Vincent Bolloré, c'est entre 5 et 10%. C'est ça la réalité. Donc, ça correspond à une part d'audience qui n'est pas dominante. Ouais. L'audience se distribue entre ces chaînes, entre LCI, entre TF1, entre effectivement les télés du secteur privé, public. Et dans une offre qui est beaucoup plus élargie. Donc, c'est sûr qu'on cristallise sur, notamment sur CNews, parce que c'est là que... Mais en réalité, l'audience de CNews, elle est relativement faible. C'est pas que CNews, c'est la totalité.
En télévision, encore une fois, il y a une audience, il y a un gâteau de l'audience télévisée dans lequel tu as une centaine de chaînes, et il y en a 3 ou 4 qui appartiennent à Bolloré. C'est ça la vérité. Après, si tu ouvres sur d'autres médias, la presse, la presse quotidienne, tu as relayé, il y a une oui, mais la presse quotidienne, je ne sais pas ce que Bolloré a en presse quotidienne. Non, il n'a pas de quotidien. Il n'a pas de Il a quotidien, mais il a une flopée hebdomadaire. Et il a une radio qui est Europe 1, et là, effectivement, en presse, il a Paris Match. Oui, mais le paquet. Bon. Mais et puis le JDD maintenant. Le JDD, parce que Paris Match, il vient de vendre à Arnaud. Oui, bon, avec un petit retour derrière. Mais là encore, c'est sûr que si on ne regarde que ces titres-là et qu'on n'aime pas son contenu éditorial, on a des boutons. Mais la vérité, c'est que ce sont des titres parmi beaucoup d'autres. Et il est très très loin d'avoir le monopole de l'opinion dans les médias. Donc je veux quand même relativiser. Non, tu as raison, donc l'émission est faite pour ça. Et d'autant plus qu'on le veuille ou non, il y a quand même, et Dieu sait si je ne suis pas de ceux qui sont en phase avec ça, il y a quand même une poussée d'extrême droite en France, dont le volume dans l'électorat est bien supérieur à l'audience aujourd'hui qui est délivrée, enfin la part d'audience qui est délivrée dans les médias de Bolloré. Donc il faut relativiser. Voilà, je veux juste pondérer les choses. D'autant plus, à mon avis, que les concessions qui ont été faites par le manque de propositions de la gauche et la méthode qui a consisté à puiser dans les idées de l'extrême droite par la majorité actuelle, je pense que ce sont ça les facteurs les plus importants. Alors quand c'est amplifié, effectivement, par le secteur, par Bolloré et autres, ça prend une super dimension. Il y a quelque chose quand même d'assez symptomatique et qui illustre bien le poids, qui n'est pas forcément ce qui est le poids comptabilisé, c'est que quand Éric Ciotti des Républicains prend sa décision de rallier le Rassemblement national, c'est pas ses camarades du bureau politique qu'il va voir, c'est Bolloré. Oui, Coluche disait, il y a un petit appareil qui s'appelle la télécommande, et si on n'aime pas une télé, il y a un petit bouton qui s'appelle arrêt, on appuie dessus. Ou alors, non mais voilà, il y a quand même, on a la chance d'être dans un pays où on a le choix entre une multitude d'offres de messages. Il faut. Oui, mais quand on change de message et quand on fait un message à peu près identique, ou quelque peu frelaté, mais un peu modifié, parce que il y a une évolution du monde, parce que le mondialisme fait que les gens ne sont pas bien dans leur peau, l'économie, enfin toutes les raisons qui font qu'il y a une tendance, une propension mondiale de virer vers l'extrême droite, donc la perte d'une certaine humanité, d'une certaine culture, d'une altérité, d'un don de soi, de dévouement. Bon, ben c'est sûr que ça donne les résultats qu'on a eus. C'est ça, c'est un ensemble. Et tu as peut-être raison, M. Bolloré n'est pas le seul responsable, mais il participe. Alors justement, je voudrais vous dire comment, et puis on passera à la Martinique, à la Martinique, et puis à la musique. On donnera 3 minutes à la Martinique, 4 minutes, c'est peu, vous me direz, mais c'est surtout la semaine prochaine qu'on va traiter longuement de la Martinique. Pour le moment, il n'y a pas de grosses problématiques. On a déjà traité la Martinique la dernière fois, à 0, assez bon. Mais je viens à ma question, qui est très simple. Comment les Français vont supporter à la longue, ou alors ça va disparaître, vous me direz que la nature de l'homme est d'être bien heureux dans sa peau, je ne sais pas. Ce climat anxiogène, discriminatoire, stigmatisant, parce que vous avez vu la liste faite par Libération de tous ces candidats racistes, xénophobes. Comment nous, nos compatriotes, vont faire pour supporter de vivre dans ce qui était la douce France, la belle France, la France généreuse, la France des droits de l'homme? Qu'est-ce que ça va donner au point de vue c'est une réalité, ça, je n'invente pas là, hein, c'est pas une opinion, c'est une question. Qu'est-ce que ça va donner que deviendra notre vie? Et puis les préfets qui vont être nommés, qui vont venir ici. Enfin, les élections ne sont pas encore faites. Donc, oui, mais Daniel disait la dernière fois, je pense qu'elle a raison, il y a quand même des instruments forts qui régissent de pondération. La France, en fait, les instruments institutionnels. Il faut leur faire confiance. Faut aussi, on est dans l'émotion de la campagne où là, bien évidemment, dans ce temps-là, on active un peu les peurs, c'est normal, hein, on active les émotions parce qu'un vote est un acte émotionnel.
Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la surémotion. Voilà. C'est-à-dire, ça voudrait dire que tous les faits que l'on relate dans la presse, un chauffeur de bus africain ou antillais à feu de couleur qui demande poliment à un chauffeur garé à sa place de pousser pour qu'il gare sa voiture, c'est une place dédiée à ça, qui se fait insulter, injurier, que cette voisine... enfin, tous ces faits sont peut-être exacerbés. Ils se passent normalement sans qu'on le sache. Non, ça mais je pense que malheureusement... Des digues qui vont sauter quand il y a même. probablement des digues qui vont sauter, mais là aussi, il faut savoir raison garder quand même, parce que les... Là, il faut se garder espoir, que raison. Oui, espoir. je pense que En tout cas, l'espoir, c'est la raison. C'est vrai qu'il faut savoir raison garder, parce que, très objectivement, alors c'est sûr moi, je suis de ceux qui disent critiquer le Rassemblement national uniquement sur ses idées prétendues racistes, c'est très contre-performant. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça, parce que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Vous allez trouver dans ce parti sans doute des gens racistes, comme vous allez en trouver aussi au centre, et comme vous allez trouver aussi chez LFI. Et puis, on va souvent puiser des moments qui sont très émotionnels, des séquences. On a vu cette séquence qui est assez horrible, où des militants du Rassemblement national insultent une voisine. Une nettoyante africaine. Bon. Absolument. Mais là, on parle à l'émotion. Et donc, il faut faire attention. Que je sache aujourd'hui, le racisme est un acte répréhensible par la loi. Là, Et le Rassemblement national est le parti qui a été le plus condamné par la loi. En tout cas, Marine Le Pen et Jordan Bardella, j'ai vérifié, n'ont jamais été condamnés ni pour acte, ni... Non, oui, on est d'accord, mais de même que Mélenchon a été condamné aussi pour propos outranciers et pour propos outranciers et pour... Ah oui, mais attends, voilà. attends. Nous personnellement, nous personnellement, peut-être pas toi, mais nous personnellement, nous sommes concernés par les propos outranciers qui portent sur la race. Hein. C'est clair et net, hein, donc c'est une chose établie. Nous circulons dans une rue de Paris, tu circules à nos côtés, on te dit tiens, voilà un Breton qui a des copains antillais, c'est certainement un gars de gauche. C'est le gars du... Oui. Libération et Mediapart ont mis en relief effectivement des propos qui sont développés par des candidats du Rassemblement national. C'est ça, et des propos qui sont parfois très choquants. Parfois choquants. Hein. Toutes les races ne se valent pas. L'islam, c'est la diabolisation. Enfin bon, il y a beaucoup de propos xénophobes. Enfin, ce que je veux dire, c'est vrai que c'est médiatique. Mais on peut se poser la question, demain, si cette partie est au pouvoir, ces gens-là ne vont pas se retenir. Hein. Non, il y a une chose qui est vraie, c'est que... Attendez. Jingle musique, nous allons plus loin. Musique. Christian, vas-y. Bon, alors, pour respirer, n'est-ce pas? Respirons, on va parler de musique. Alors, aujourd'hui, j'ai opté pour vous montrer des choses que je pense originales. Ce ne sera pas un seul artiste, ce sera plusieurs artistes. On continue notre série. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire écouter. Nous avions rendu hommage à Paul Rosine. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est non seulement d'écouter les œuvres dans leur version originale, mais surtout les arrangements ou encore les performances qui sont faites entre un musicien et deux musiciens. Ouais. Je vous propose d'écouter José Privat et Nona Laurence qui vont vous interpréter Contretemps de Paul Rosine lors de l'hommage que nous avions rendu. Et ça se passe au Robert avec l'Office de la Culture du Robert l'an dernier. Un clin d'œil à cette fille, Nona Laurence, qui est très sobre, qui est très discrète, mais qui joue avec Malavoie, qui joue avec beaucoup d'artistes en Martinique.
Une femme au violon, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Donc je demande aux Martiniquais de bien considérer la qualité de cet artiste qu'on va retrouver tout à l'heure en fin de notre projection. Le deuxième artiste dont je vous ai parlé, c'est Georges-Édouard Nouel. Alors, Georges-Édouard Nouel, c'est un homme qui a un certain âge aujourd'hui, qui a été musicien, membre des pas des Malavois, de Gentleman, je crois, et que j'ai connu aussi dans ma jeunesse. Et il est parti en France métropolitaine assez tôt. Il a été réinvité par Tropicatrium cette année, il a fait un concert merveilleux. Et là, je vous propose d'écouter en trio une petite improvisation qu'il nous propose. Donc Georges-Édouard Nouel, Georges, si tu nous regardes, c'est avec beaucoup de plaisir que nous te faisons un petit coucou. Alors, la troisième proposition que je vous fais, c'est deux pianistes, Thierry Vaton et Georges Granville. Pour votre information, vous qui êtes à souscrire, il faut savoir qu'ils ont écrit Piano créole. C'est un recueil à la fois de partitions, d'informations, d'éducation, de connaissances sur les musiques traditionnelles et notamment les musiques créoles. Donc, je vous propose d'écouter un petit aperçu en duo piano, c'est très intéressant. Thierry Vaton, qu'on retrouve dans beaucoup d'albums et qui est un grand pianiste martiniquais. Il est fils de M. Vaton, docteur Vaton. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire un petit clin d'œil à ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui en fin d'année. J'ai vu une école du Lamentin qui a reçu Cali. Oui, c'était beau. Vous avez vu ça? Et tous ces enfants qui chantent, qui s'imprègnent, monter de la rivière. Non, c'est très important. Il ne s'agit pas de nombrilisme. Il faut féliciter la directrice et puis oui, tout à fait. L'ensemble, effectivement, du corps professoral. Et surtout souhaiter que ça se systématise dans les écoles, parce que ça fait partie aussi de l'éducation à notre connaissance, à la connaissance culturelle. Apprendre les chansons, savoir de quoi ils parlent, apprendre les mélodies, apprendre les compositeurs. Parfois, on dit les enfants ne connaissent rien de la tradition. Donc, si vous voulez, peut-être faut-il institutionnaliser ce genre d'initiative dans les écoles. Voilà. On va continuer avec un pianiste, un jeune pianiste qui s'appelle Hervé Selcal, que nous avons eu l'occasion d'inviter également. Il a déjà fait quand même pas mal de choses et il a aussi un langage très imprégné des rythmes traditionnels de notre pays. Écoutons Hervé Selcal.
Je fais partie, bien évidemment, de cette génération qui regrette que le disque n'existe vraiment plus, parce que c'est quand même un élément important aussi pour les artistes en matière de recettes de travail. Ceci étant, il y a les réseaux sociaux, il y a effectivement l'Internet, il y a le streaming. Voilà, streaming. Et donc, je propose aux téléspectateurs d'aller découvrir la panoplie d'albums, de réalisation d'Hervé Selcal, et vous serez surpris de la productivité, si je puis dire, de cet artiste. Voilà. Alors, on va terminer avec toujours Nona Laurence et José Privat, dans le cadre de l'hommage à Paul Rosine, et on va terminer avec le titre Le Vieux Couple, interprété au violon et au piano. Avant ce qu'on m'a demandé à la technique, de déverser des choses, je salue nos téléspectateurs. Je leur dis d'aller voter. Je leur dis que la veillée de notre ami Jean-Paul, c'est dimanche soir et l'enterrement, c'est lundi à 14h à l'église de Bellevue. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Chacun selon ses convictions, l'accompagnera ou pas. Et pour notre part, nous espérons, nous gémissons et nous gémissons. Certains comprendront ce que je viens de dire. À très bientôt. Au revoir.